J'accueille aujourd'hui pour Zone Critique Alexandre Bonnet-Terril, jeune poète, né en 1999, dont le premier recueil, Les Numérotés, paru au Castor Astral, a été récompensé par le prix Découverte Apollinaire en 2018. Il viendra nous parler aujourd'hui d'un texte théorique, La jurisprudence poétique, publié par Zone Critique, et, plus largement, de sa vision de la poésie. Vous qualifiez dans votre texte critique la jurisprudence poétique, ce que notre vers libre, dans quoi je m'affaire, après et en même temps que beaucoup de poètes français, n'a pas su, en 150 ans d'existence, substituer à la raison du vers ancien sa propre raison, isolément, plusieurs poètes vers-libristes se sont soignés et pour ainsi dire guéris de la crise de vers, mais aucune de leurs poétiques n'a inversé cette tendance à la déformation, voire à l'informe, de la poésie française dans son ensemble. Pouvez-vous d'abord revenir sur votre définition du vers, s'il peut être informe, où commence et où s'arrête le vers, et qu'est-ce qui le définit? Alors, je vais peut-être tout simplement, redimensionner tout de suite mon discours. Évidemment, l'appréciation d'informe ou de doué de forme quand je parle de vers libre engage mon oreille et mon esprit, parce que un interlocuteur, d'ailleurs de bonne foi ou de mauvaise foi, pourrait très bien me rétorquer à propos de tel poème dont je juge qu'il est informe, qu'il ne l'est pas. Ce que moi j'appelle informe, eh bien par exemple, un certain type de vers libre, dont si on demande à son auteur de nous expliquer pourquoi il revient ici à la ligne et pas ici, je vais me perdre dans ma phrase, syntaxiquement, mais c'est pas grave. Un type de vers libre dont l'auteur est incapable de dire pourquoi il est revenu à la ligne ici et pas ici. À l'oral, par exemple, si l'auteur le récite, ça donne un vers libre dont on n'entend pas immédiatement que ce n'est pas de la prose. Évidemment, ça n'a aucun intérêt de donner des noms, mais il y a tout un tas de poètes contemporains, et j'oserais dire la plus grande partie des poètes contemporains qui écrivent en vers libre, seraient bien incapables de dire, à propos de tels poèmes qu'ils écrivent, pourquoi ils sont revenus à la ligne après herbe et pas après verte. Ce que ça signifie sur le plan du rythme et de la rime. Parce qu'évidemment, si on demande à Chénier pourquoi il revient à la ligne à la fin d'un alexandrin, il répond parce que c'est la fin de l'alexandrin, qu'est-ce que vous me racontez? J'aurais tendance à croire que une même évidence du retour à la ligne est possible en vers libre, chez les vers libristes que je trouve les plus intéressants, c'est-à-dire un poème en vers libre a une forme, dès lors que on entend, en le lisant, que telle fin de vers, si ce n'était pas la fin de vers, si elle était absente, entraînerait l'effondrement du poème. Un poème en vers libre, où tous les retours à la ligne vont de soi, qu'il soit d'ailleurs rimé ou non, parce qu'il peut y avoir un rythme sans rime. Évidemment, les rimes soulignent, les rimes ou les assonances soulignent la fin d'une phrase rythmique, rendent encore plus patente, évidente, la nécessité du retour à la ligne. Il y a des poèmes du jeune Bonnefoy, ou des poèmes de Jacotet, ou des poèmes de Guilvic, sans rime, où pourtant on comprend évidemment tout de suite pourquoi Guilvic a dû revenir à la ligne ici et pas après. Je sais pas moi, la fin du premier poème qui m'a longtemps beaucoup importé, qui m'apporte encore, mais qui a été le premier poème du mouvement de l'immobilité de Bonnefoy, c'est « Je te voyais courir sur les terrasses, je te voyais lutter contre le vent, le froid saignait sur tes lèvres, et je t'ai vu te rompre et jouir d'être morte au plus belle que la foudre quand elle tâche les vitres blanches de ton sang. » Le retour à la ligne après « au plus belle » est évident. Parce que si il avait écrit « au plus belle que la foudre », on aurait eu un état syllabe bien différent, tout autre, d'ailleurs pas moins rythmique, mais c'est pas la même chose. Au plus belle que la foudre, ça fait 1, 2, 3, 1, 2, 3. On comprend immédiatement pourquoi Bonnefoy est revenu à la ligne. Parce qu'il est juste que « et je t'ai vu te rompre et jouir d'être morte au plus belle que la foudre », que ce 1, 2, 3 et que ces deux 1, 2, 3 concluent et commencent les deux vers qui se suivent. Par exemple, un exemple de liberté, donc on comprend immédiatement la nécessité.
en tout cas, dont je comprends, moi, immédiatement, dont j'ai l'impression de comprendre immédiatement la nécessité. Donc s'il fallait que je dise ce que je nomme doué de forme et ce que je nomme informe, je dirais que c'est ça. C'est, ah bah oui, évidemment, évidemment qu'il faut revenir à la ligne ici. Dans quel monde ne faudrait-il pas revenir à la ligne ici? On serait fou de ne pas revenir à la ligne ici. Là, il y a forme. Voilà. Donc un sentiment d'évidence. Pas forcément un sentiment d'évidence, il peut y avoir un doute, on peut se dire, tiens, il aurait pu aussi faire ça, mais que ce soit pas... il y a une poésie contemporaine, on va dire, largement pratiquée en vers libre, qui consiste en somme à déguiser un texte en prose en texte en vers libre, prenant un paragraphe de prose et en coupant de telle sorte que ça n'arrive jamais à la droite de la page. Mais ça, c'est pas du vers libre. Ou alors, c'est intéressant quand on l'invente. Il y a sans doute des vers, d'ailleurs, c'est pas l'inventeur évidemment, mais il y a sans doute des vers, par exemple, de Césaire dans Cahiers d'un retour au pays natal, qui cessent d'être rythmiques, qui retombent dans quelque chose qui ressemble à de la prose. Bon, mais c'est Césaire, d'une part, et d'autre part, il cherche pas à nous faire croire qu'il fait du vers rythmé. La question n'est pas là, dans Cahiers d'un retour au pays natal. Mais quand on n'a pas une raison aussi ample, et qu'on croit juste qu'on fait du vers libre alors qu'on ne sait pas ce qu'on fait, bah c'est plus intéressant comme Cahiers d'un retour au pays natal, et c'est juste des poètes qui ne savent pas pourquoi ils reviennent à la ligne. Et ça donne des poèmes qui n'ont pas de forme. Il y a énormément de poèmes en vers libre français, dont on a très envie de dire à l'auteur, sois honnête avec moi. Sois honnête avec moi. Non, ne regarde pas ailleurs. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi honnêtement. Tous les retours à la ligne sont nécessaires, ça aurait pas pu être un texte en prose. Réponds-moi franchement. Et sans doute la plupart répondraient avec mauvaise foi. Non. Eh ben non. C'est moi qui décide, et puis de toute façon c'est mon poème, je fais ce que je veux. Oui, mais si on fait ce qu'on veut, sans savoir ce qu'on veut, ça suffit pas pour faire un poème à forme. Je vais être l'avocat du diable, Oui. du coup. Mais est-ce qu'on ne peut pas voir le problème autrement, presque de manière phénoménologique? C'est-à-dire que si il y a un retour à la ligne, de fait, cela influence la lecture. Dans ce cas-là, même si on prend de la prose, n'importe quelle prose, et qu'on la coupe de manière arbitraire, de fait, la lecture sera altérée. Mais c'est là qu'on arrive peut-être à une formule que j'aime bien, que j'utilise souvent, parce que je trouve qu'elle résume bien, comment dire, certains problèmes qui n'en sont pas. Peut-être, mais si peu. Ça influe si peu sur le texte qu'on aurait pu s'en passer. C'est sympathique, le je ne sais quoi, le presque rien, l'ineffable, ah oui, mais il y a une petite différence. Oui, mais les petites différences, au bout d'un moment, ça suffit. Moi, écrivant des poèmes, de cette chose, je n'en veux plus. Ce que je veux, c'est des vers qui, chacun, hurlent leur évidence, et ne soient pas juste des « ah oui, mais ça change un peu quand même, c'est pas tout à fait de la prose ». Mais moi, je ne veux pas que ce soit pas tout à fait de la prose. Je veux que ce soit incomparable. Je veux que la poésie soit un incomparable, pas un léger changement, quelque chose de... Ou alors, de temps en temps, pourquoi pas, mais en faire une règle générale, ça fait des décennies qu'on en fait une règle générale dans cette partie-là de la poésie. Et alors peut-être effectivement, là, et ça c'est quelque chose auquel je n'ai pas de réponse, il faudrait se demander, mais alors pourquoi ils font semblant d'être... Pourquoi ces poèmes veulent absolument faire semblant d'être en vers? Bonne question. Ça, j'ai du mal à y répondre. Peut-être parce que ça fait joli, parce que c'est ce qui, le plus évidemment, dit à première vue, je suis un poème, donc peut-être de façon un peu... du côté un peu putaclic. C'est-à-dire, regardez, je suis un poème. Tout est dans le ton. C'est vraiment, on a envie de les tirer par l'oreille, de leur dire, arrête, tu te moques de moi. Tu aurais pu ne pas faire ça, et tu l'as fait quand même, parce que tu m'as pris pour un imbécile. Ne me prends pas pour un imbécile. Si tu fais des vers, écris des vers qui me respectent en tant que lecteur, qui ne me prennent pas pour quelqu'un qui est incapable d'entendre, car je sais entendre. Dans ce contexte, pouvez-vous nous résumer le principe de votre jurisprudence poétique? Je dirais que le principe de la jurisprudence poétique, c'est... Je me situe à un moment de l'histoire où on a l'impression qu'une grande partie des artistes ne veut plus de l'histoire, c'est-à-dire n'a pas envie de poursuivre, en l'occurrence en ce qui me concerne, le chemin du vers, c'est-à-dire l'histoire du vers, telle qu'elle peut se poursuivre dès lors qu'on considère que la poésie, c'est du maître et de la rime. Que le reste, c'est jeu avec les limites de ce qu'est la poésie, mais que la poésie, le cœur, c'est des longueurs de vers, peu importe que le vers soit polymorphe, régulier, on s'en fout complètement. Pourtant, c'est
jeu avec les fragments de l'ancien vers reconnaissable, pour reprendre la formule de Mallarmé. Que la poésie, c'est ça, c'est après la destruction du roi qu'est l'Alexandrin, qu'est-ce qu'on peut faire qui ne soit pas simple destruction, mais qui soit émancipation de la loi ancienne. Bon. Donc, là, j'ai utilisé une image qui est l'image du roi, et qui rappelle un peu, qui est piquée à Roubaud dans la vieillesse d'Alexandre, mais il y a plein d'images, il y a plein de façons de représenter la destruction de l'Alexandrin et l'apparition du vers libre. Toujours est-il que donc, il y a une histoire du vers, et que dans cette histoire du vers, il y a à un certain moment, le vers qu'on appelle libre, à tort, à mon sens, qui est en fait au début un vers libéré, c'est-à-dire un vers qui dit « Regardez, je n'ai plus de chaîne, je suis chez moi et je fais ce que je veux. » Plus de règles. Bon. Sauf qu'évidemment, les voix les plus puissantes dans ce vers libre savent bien que la libération sans substitution aux lois anciennes d'une nouvelle loi n'est rien. Des grandes voix du vers libre ont senti que la libération ne suffisait pas et ont, pour ainsi dire, établi des lois pour leur propre liberté. Mais ont eu tendance à considérer, sans doute à raison, que établir des lois pour tout le monde, comme si les lettres étaient une république, justement, c'était peut-être un peu hors de leur portée. Et surtout, ils ne voyaient pas trop bien ce que c'était, des lois qui n'empêcheraient pas de faire ce qu'on veut dans le vers, tout en l'accompagnant, c'est-à-dire tout en lui donnant quand même une lex, une loi. Et j'ai dit sans doute à raison, parce que sans doute il fallait qu'un certain temps s'écoule pour qu'on comprenne ce qu'était cette liberté, et pour que des figures de la liberté émergent. Et là je peux donner des noms, parce que c'est gentil. Évidemment, parmi les premiers, Laforgue, parmi les premiers Apollinaire, puis Saint John Perse, Reverdy, tout ce qu'on veut, enfin je veux dire, jusqu'à nos jours, il y en a. Évidemment, Guilvic, je disais Guilvic tout à l'heure, Guilvic, Bonnefoy, Jacotet, un certain nombre de surréalistes, Aragon évidemment, le vers, qu'il soit d'ailleurs régulier ou non chez Aragon, et tout est libre chez Aragon, tout est absorption de la liberté du vers et réutilisation de tout ce qu'on peut utiliser, mais avec une voix évidemment qui est, justement, avec une expression de la liberté chez Aragon absolument, qui détruit tout sur son passage. Plutôt non, justement créatrice, une espèce de destruction créatrice, enfin bref. Et donc il y a un certain nombre de figures de la liberté, que moi j'appelle cas particuliers, ou plutôt, qui ont produit des cas particuliers. Et ces poèmes ne sont ni des sonnets, ni des ballades, c'est à chaque fois des poèmes qui ont une singularité qui tient, et dont on ne saurait dire exactement, sans risquer de tomber dans une espèce de théorie générale qui aplatit tout sur son passage, dont on ne saurait dire exactement pourquoi ça marche, mais ça marche. Il y a des poèmes de Guilvic qu'on lit et dont on dit, bah oui, évidemment, c'est formidable, c'est ce qu'il fallait écrire. Parmi toutes les possibilités, il en a trouvé une qui est la bonne. Bon. Et moi j'arrive après tout ça. Et je regarde un peu ce qui se fait autour de moi, et d'une part, j'ai du mal à trouver parmi mes contemporains encore des formes qui chantent, encore des formes qui me font dire « Ah oui, bah oui, évidemment, c'est ça ce qu'il fallait trouver ». Et donc, j'ai du mal à trouver de la rime qui soit intéressante, une réinvention de la rime qui soit intéressante, c'est très rare. Ceux qui prétendent faire des alexandrins réguliers me déçoivent, en général, même les grands noms de l'alexandrin régulier aujourd'hui n'ont pas réinventé l'alexandrin régulier comme Aragon, n'ont pas réinventé le maître régulier comme Aragon, c'est faux de le dire, et c'est pas au niveau. Et puis dans le vers libre, n'en parlons pas, puisqu'on en a parlé jusqu'à maintenant. Je le dis, on est un peu perdu. Et moi, parmi eux, je suis un perdu parmi les perdus. Il ne s'agit pas de... Donc la première étape de la jurisprudence poétique, on y est, c'est on se fait chier, et on n'écrit pas des choses très intéressantes. Comment pourrions-nous écrire des choses intéressantes sur le plan rythmique et lyrique? Eh bien déjà, en revenant à une certaine forme d'humilité, de la même manière que Racine et Corneille sont supérieurs à tout ce qui existe en écrivant dans des choses qui les précèdent, peut-être pourrons-nous de nouveau être des grands en nous tenant à des choses qui nous précèdent. Ce poème de Bonnefoy me plaît, c'est grand, il fallait que ça existe, c'est une forme et un plaisir inné. Et ce plaisir tient aussi au maniement nouveau de la rime, de l'agencement de telle longueur de vers avec telle autre longueur de vers avec telle rime à l'intérieur ou telle assonance qui n'avait jamais existé avant dans ma langue. Je prends ce poème qui me plaît et j'essaye d'en réitérer le plaisir dans un autre poème que j'écris moi-même, de la même manière que écrire un sonnet consiste à essayer de réitérer le plaisir de la forme sonnet dans un nouveau poème.
l'origine de la jurisprudence poétique, c'est toute forme dont nous croyons jusqu'à maintenant qu'elle était irreproduisible, ou plutôt qu'elle était vouée à n'être qu'une singularité produite par tel écrivain à telle époque, et laissée à sa propre singularité, toute forme peut être prise, pillée, vidée de ses mots, et utilisée sur le plan purement métrique et rimique, comme un moule dans lequel je coulerai ma parole, et dans lequel je trouverai ma singularité, de la même manière que le sonnet appartient à tous. Deux critiques. La première, c'est-à-dire que là, vous séparez la rime et le maître, finalement, de l'ensemble d'un poème, comme si ce n'était pas un organisme complet, et qu'on pouvait abstraire des parties, que ces parties avaient un sens en dehors. Mais est-ce que c'est réellement possible? Parce que est-ce que finalement, un poème en vers libre qui est réussi, est-ce que finalement ce n'est pas un tout, et un tout qui est difficilement séquençable? Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, si finalement on peut piocher indifféremment, on peut très vite retourner dans l'informe. C'est-à-dire qu'il existe tellement de formes différentes que finalement, le fait que, effectivement, la multiplicité des possibilités fait qu'on revient à une poésie complètement libre. On est d'accord qu'il ne nous viendrait pas à l'idée de dire qu'il n'y a qu'un seul bon sonnet dans la littérature française. Donc c'est qu'il y a un certain nombre de singularités différentes qui ont compris à des périodes différentes ce qu'on pourrait appeler un esprit du sonnet, qui ont reproduit à leur manière une figure qui n'est qu'une figure parmi, sans doute, l'infinité de figures possibles de l'esprit du sonnet. Et bien d'une certaine manière, c'est la seule manière dont je peux, répondre à cette objection. Écrire dans une nouvelle forme libre inventée par Bonnefoy dans la liberté du vers libre n'implique pas forcément que j'écrive un grand poème. Pour écrire un grand poème, il faut aussi que je sois un grand poète. Mais c'est déjà un bon début. Ça ne suffit pas, mais déjà ça part d'un plaisir, puis d'un désir de retrouver ce plaisir ailleurs, d'une autre manière, avec un changement, peut-être que dans ma réutilisation, une rime va disparaître et une autre va apparaître ailleurs. Dans ce désir-là, c'est déjà une raison, mais somptueuse, énorme. J'écris ce poème parce que j'ai éprouvé un plaisir là et que je veux l'éprouver ailleurs. Ça, c'est pour la première objection. C'est simplement un outil. Et ensuite, à chacun revient, et c'est justement un bel outil. Le signe qu'à mon avis c'est un bel outil, c'est que chacun peut l'utiliser pour mal faire ou pour bien faire. Ça, c'est un outil qui est assez vaste. C'est un outil qui est vraiment un outil. C'est pas un outil qui oblige celui qui l'utilise à l'utiliser d'une certaine manière. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, la question du corpus, qui est tellement vaste qu'on peut s'y perdre. Mais là, on revient à la question de l'appréciation, évidemment. Et d'ailleurs, en fait, ça rejoint la première réponse. Oui, évidemment. Et chacun donne forme à ce qu'il veut. Si vous voulez, si je prends une photo qui prend un coin de cette table, l'espace et la table entre les deux, moi, j'ai tendance à n'y voir aucune forme, mais peut-être qu'un autre œil, un œil de peintre, il verra un ensemble tout à fait cohérent. Voilà. Quelles sont les intentions qui ont conduit à la formulation de cette jurisprudence? Cette recherche guide-t-elle votre écriture depuis le début, ou s'est-elle composée petit à petit? L'intention, c'est d'écrire des poèmes qui me semblent, en tout cas à moi, toujours plus beaux, dignes d'être écrits. Donc, j'y reviens continuellement, parce que évidemment, j'écris régulièrement des vers sans jurisprudence poétique, des vers libres, et c'est le sens d'une partie du texte où je dis qu'il faut y revenir régulièrement pour s'y réaccoutumer, pour s'y accoutumer. J'ai pas besoin même si c'est pas de la jurisprudence, mais j'ai pas besoin d'aller contrôler la loi française pour savoir qu'il faut pas que je tue. De la même manière, il y a une intériorisation du rythme que permet la jurisprudence poétique, une espèce d'exercice du rythme, et évidemment en plus d'arrachement à soi, puisque j'écris régulièrement dans des formes d'autres poètes que moi, une espèce de mépris de soi salutaire, auquel je m'oblige régulièrement, qui me permet, quand je reviens à moi, d'y revenir en quelque sorte sans mauvaise conscience, d'être pleinement moi, parce que je me suis obligé à des choses qui me sont parfaitement étrangères, je sais pas, tel rythme de Senghor, tel rythme de Bonnefoy, tel rythme de Jacotet, voilà. Donc la jurisprudence poétique, effectivement, est une espèce d'hygiène d'écriture, dans mon cas. Mais on pourrait tout à fait imaginer, si la jurisprudence poétique est utilisée par quelqu'un d'autre que moi, un poète qui consacre sa vie de façon monomaniaque à une seule forme d'un seul recueil de Reverdy, qui n'écrit que des poèmes dans cette forme. Et on pourrait tout à fait imaginer que ce soit une grande œuvre.
Le choix des formes pose d'emblée la question du jugement des formes à retenir. Croyez-vous à un beau objectif ou la création obéit-elle à une impulsion purement subjective? Je vais m'en sortir en faisant le faux modeste, et donc je vais faire semblant de ne prétendre à rien d'autre qu'à mes propres goûts. Cela dit, je pense quand même, on parlait d'histoire au début, je pense qu'on a une histoire, et j'ai la prétention, mais je pense qu'on est beaucoup d'hommes et de femmes qui pourraient avoir cette même prétention à se situer dans une histoire et vouloir la poursuivre, et donc j'ai la prétention de lire la poésie avec une oreille historique. Et sans doute, effectivement, c'est mon oreille, ça n'est que mon oreille, mais effectivement, en règle générale, les poèmes qui flattent mon oreille sont les poèmes dont je sens qu'ils n'ont pas l'intention d'effacer notre passé. En l'occurrence, notre passé rythmique, métrique et rimique. J'aime les poèmes où j'ai l'impression que l'histoire, sans oublier, sans passer, continue. Et ne tourne pas en rond, ou n'essaye pas de s'auto-détruire, et de devenir une sorte d'histoire naturelle où les hommes seraient des animaux qui se baladent dans un espace, sans passé ni avenir. Et donc, effectivement, je pense que la rime et le maître sont un bon signe de ça. Les poèmes qui osent avoir un rythme métrique et rimique prononcé sont ceux qui ont ma sympathie en général. Mais ça peut prendre plein de formes différentes, dans la liberté du vers libre, évidemment. Et j'essaye d'être le plus possible ouvert aux surprises, parce que c'est aussi ça, la nouveauté. Mais une nouveauté qui dit non de l'ancien, dont on sent qu'elle dit non de l'ancien, qu'elle ne veut pas de l'histoire du vers, les poèmes dont on sent que leur écrivain croit en la pure nouveauté, je m'en méfie. Et mon oreille s'en méfie, et ne prend pas beaucoup de plaisir à les entendre.